invité politique ce matin, c'est Laurent Jacobelli. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député de Moselle, porte-parole du Rassemblement national. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vesseredon du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France, de votre région. Donc, Laurent Jacobelli. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane, bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. On va évidemment parler de l'actualité politique du gouvernement Barnier, mais d'abord l'actualité, c'est ce nouveau drame qui a eu lieu dans la Manche la nuit précédente. 8 migrants qui ont trouvé la mort dans le naufrage de leur embarcation. 46 morts depuis le début de l'année dans la Manche. Comment on évite de tels drames ? D'abord, c'est une horreur. Des vies humaines perdues dans des situations catastrophiques. Je pense que ça touche tout le monde et qu'avant de faire une réponse politique, il y a d'abord la réponse humaine d'effroi devant ce qui se passe. L'année dernière, ce sont plus de 3000 êtres humains qui sont morts, alors en Méditerranée, mais c'est le même phénomène. C'est le même phénomène, c'est-à-dire que des passeurs font fortune, plusieurs milliards de chiffres d'affaires, on estime, cet esclavagisme moderne, font fortune en faisant passer des gens qui sont dans la misère vers l'Europe. Il y a des organisations non gouvernementales qui ont fait finalement du passage des migrants une forme d'industrie, et puis la passivité de femmes et d'hommes politiques qui laissent croire encore à la terre entière que l'Europe est un Eldorado, sans foi ni loi, où on peut arriver sans aucune règle et vivre bien. Tout cela est faux. Et on rajoute du malheur au malheur. Le malheur de ceux qui risquent leur vie, au final, pour un paradis qui n'existe pas, et le malheur de ceux qui, sur place, vivent cette immigration difficilement, cette immigration illégale, difficilement en matière sociale, en matière financière, en matière identitaire, en matière sécuritaire. Bref, le laxisme généralisé nuit à tout le monde et emmène parfois jusqu'à la mort. Il faut réagir en disant à la terre entière, on ne peut pas venir en Europe si on n'a pas le droit de venir. Il faut durcir les règles de l'immigration, il faut durcir les contrôles. La France aujourd'hui est un anachronisme en Europe. Nous sommes les seuls à dire à la terre entière, venez. Si vous venez illégalement, on vous donnera de l'argent, on vous soignera, mais jamais on ne vous expulsera. C'est plus ce qui se passe en Allemagne. Les migrants, pardon, mais ils cherchaient à aller en Grande-Bretagne. Ils ne veulent pas rester en France. Vous avez raison, mais ils sont bien passés en France. C'est-à-dire que parce que la Grande-Bretagne essaye de donner un signal de fermeté. L'Allemagne va rétablir le contrôle des frontières. La Suède a pris des mesures extrêmement drastiques. Mais justement, vous dites, la Grande-Bretagne, elle donne des signaux de fermeté en matière d'immigration. Les migrants, ils veulent aller en Grande-Bretagne. Oui. Est-ce que la fermeté, c'est la réponse ? Mais c'est la seule réponse, la fermeté. On a tout essayé. Le laxisme, la générosité, tout. Les bons sentiments. Vous savez, tous ceux qui prennent le contrôle des frontières ne sont pas des gens sans cœur. Ce sont des gens qui regardent, comme on le fait en ce moment, l'actualité. Ils voient des Français, excusez-moi de parler d'eux, mais c'est eux qui m'intéressent au premier chef, qui ont aujourd'hui du mal à trouver du boulot, à qui on dit on ne peut plus vous soigner, on n'a plus d'argent, qui vivent dans la sécurité, avec pour grande part l'immigration qui est à l'origine de tout cela. Et puis on voit des êtres humains qui meurent pour aller vers l'Europe alors qu'ils n'ont pas le droit d'y aller. Tout ça au bénéfice de mafias qui vivent largement et grassement sur la misère humaine. Est-ce qu'on va tolérer tout cela longtemps au nom des bons sentiments? Évidemment non. Vous savez, parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le chemin vers une vraie justice est parfois plus délicat, plus difficile, plus courageux. C'est celui que nous voulons emprunter. Et je le répète, beaucoup de pays d'Europe sont en train de l'emprunter. Je citais le Danemark et l'Allemagne, qui sont des pays de gauche. Pas cette gauche qui hurle, pas cette gauche qui veut régulariser les sans-papiers, pas cette gauche en kéfier. Non, non, non. Une gauche qui se dit, mais finalement, pour protéger nos travailleurs, il va falloir aussi qu'on protège nos frontières. Et donc, je crois que partout en Europe, il y a un mouvement à la fois humain, parce qu'on doit traiter tout cela avec beaucoup d'humanité, mais ferme, parce qu'on doit protéger les pays desquels nous sommes élus. Alors justement, l'Allemagne qui aujourd'hui rétablit ses frontières pour une durée temporaire, est-ce que vous souhaitez que la France en fasse de même? Mais évidemment. Évidemment, nous devons durcir le contrôle aux frontières, enfin plus durcir, le ramener. Vous savez, Jordan Bardella et Marine Le Pen sont pour ce que nous appelons la double frontière, c'est-à-dire la frontière européenne, avec Frontex, qui soit enfin une agence de surveillance des frontières et non pas une maison d'accueil des migrants clandestins et nos frontières nationales. Mais pour être très clair aussi, vous savez, moi je suis élu d'une région frontalière à la frontière du Luxembourg. Et j'ai expliqué pendant ma campagne, on ne va pas revenir mettre des barrières avec des voitures qui bloquent le passage. Ce que ne fait pas l'Allemagne d'ailleurs, hein. Il s'agit de contrôle volant. Hein. Exactement, et c'est ce que nous préconisons aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui on contrôle? Eh bien vous savez, on a des agents des douanes qui sont vraiment, avec très peu de moyens, très efficaces. On va aller contrôler ceux qui font de passage de matériel clandestin ou ceux qui font le passage d'êtres humains. On ne va pas contrôler ceux qui vont travailler le matin, gagner de l'argent pour élever leurs enfants. C'est une évidence. Mais vous pensez que la décision de l'Allemagne va avoir une influence sur le reste de l'Union européenne? Mais évidemment, mais il y a un signal qui est envoyé. Oui, on peut être de gauche et on peut avoir du bon sens.
voyez? Alors je sais bien. La gauche française n'a pas de bon sens pour vous? Mais la gauche française est devenue complètement folle. La gauche française. Toute la gauche française? Ah bah, vous savez, quand vous dînez avec le diable, vous devenez diabolique. Hein. Donc moi, qu'on m'explique pas qu'il y a des sociodémocrates fréquentables et des extrêmes gauchistes infréquentables. Quand on se fait élire la main dans la main, quand on se soutient la main dans la main, on mange à la même gamelle. Donc pour moi, Monsieur Faure, c'est un Monsieur Delogu qui sait lire. Voilà, c'est clair. Donc on va pas lui tresser des louanges à cette gauche qui a tout raté quand elle était au pouvoir et qui aujourd'hui insulte notre République, insulte des élus, insulte la police et finalement insulte les Français. Oui, pour revenir une seconde sur la question de l'Allemagne, c'est ce même pays qui a signé vendredi un accord avec le Kenya pour le recrutement de 250 000 travailleurs qualifiés ou semi-qualifiés. Comment vous analysez cette décision politique? D'abord, c'est une décision d'immigration légale, donc ce n'est pas exactement le même sujet. Vous savez, une fois encore, on caricature souvent nos positions. Nous ne sommes pas contre l'immigration, nous ne sommes pas contre les migrants, par principe, nous sommes contre l'immigration incontrôlée et submersive. Mais par exemple, s'il manque demain 10 000 docteurs, évidemment qu'il faut faire un visa à 10 000 docteurs étrangers pour qu'ils restent en France, par exemple, le temps que nous trouvions des docteurs français. La priorité... Ah, ça veut dire que vous les faites venir et vous les faites repartir Et vous savez, les visas de travail, c'est avec une durée limitée, hein. C'est pas la nationalité au bout. Hein. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui viennent travailler dans un pays, les expatriés, le font à durée limitée. Beaucoup d'expatriés français, par exemple, dans différents pays, ont un contrat pour un certain nombre d'années. Tout ça est tout à fait normal. On ne va pas redécouvrir ce qui existe déjà. Donc quand ça se fait légalement, ça veut dire que ces gens qui ont travaillé pendant des années, qui se sont intégrés, après vous leur dites merci d'être venus, au revoir. Mais il y a un deal, il y a un contrat de départ. Moi, par exemple, vous m'avez dit on va vous interviewer de 8h à 8h20. Si à 8h20 je reste et je dis je veux être animateur à Public Sénat, personne ne peut me déloger et en plus je veux un salaire, ça va vous choquer, j'imagine. Eh bien, c'est la même chose. Est-ce qu'il faut un ministère de l'immigration? Il existe. Ça s'appelle le ministère de l'Intérieur. Donc il ne faut pas un ministère spécifique? Il ne faudra pas échapper que je ne suis pas au gouvernement et je ne suis pas Premier ministre. Il s'organise exactement comme il veut, mais en tout cas, normalement, on peut prendre des mesures sur l'immigration avec un ministère de l'Intérieur. Vous savez, nous, on préconise un certain nombre de mesures. On n'a jamais prononcé le mot de ministère d'immigration. La fin du droit du sol, c'est une mesure. Elle peut être prise demain. Le fait que les aides sociales ne soient pas données à ceux qui viennent d'arriver, tout de suite et immédiatement, sans qu'ils aient fait la preuve qu'ils travaillaient et qu'ils en avaient besoin, ça paraît être assez logique aussi. Renvoyer les gens qui sont clandestins, c'est-à-dire qui ont violé nos lois dans leur pays d'origine, ça aussi, ça peut être mis en place sans ministère de l'immigration. La dernière fois qu'on a eu un ministère de l'immigration, c'était sous Nicolas Sarkozy. C'est l'homme qui a appuyé sur le bouton du déclenchement de l'immigration submersive. Vous voyez comme quoi les mots et les actes sont parfois deux choses très différentes. On va parler de Michel Barnier qui doit annoncer cette semaine son nouveau gouvernement. Hier, François Bayrou a mis en garde contre le poids des Républicains. Dans ce gouvernement, ça ne marcherait pas, dit-il. Est-ce que vous partagez cette analyse? On vit une époque complètement folle. On vit une époque où l'extrême gauche a fait élire des députés de droite, où des députés macronistes se sont retirés pour des députés aux propos flirtant avec l'antisémitisme et le communisme le plus crasse. Oui, tout cela est quand même assez étonnant. Et donc on se retrouve avec un parti aujourd'hui qui représente 6% des Français et qui va faire le gouvernement, c'est les Républicains. Alors les Républicains, on leur a donné une pochette de surprise, ils ont ouvert, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver, ils ont trouvé le poste de Premier ministre. Enfin, c'est une démocratie farfelue qu'on est en train de nous dessiner. Il faut en revenir aux règles de la Ve République. Vous savez, nous sommes le premier parti de France, le premier groupe à l'Assemblée nationale. Alors oui, nous ne participerons pas à ce gouvernement parce que nous ne sommes pas d'accord avec la politique que ce fameux maintenant parti unique, on peut l'appeler comme ça, mène depuis 40 ans, mais nous allons être une opposition influente, comme le dit. Mais pardon, ça veut dire que même si c'est un gouvernement à majorité LR, vous ne le censurez pas? Mais une fois encore, nous avons donné des règles. Ces règles, c'est si on a un gouvernement qui ne nuit pas au pouvoir d'achat des Français, qui améliore la sécurité, lutte contre l'immigration, alors il n'y aura pas de censure automatique. Mais nous sommes des députés... Donc c'est le fond plus que les personnes pour vous? Mais évidemment. Sauf que des personnes incarnent une politique. Si demain on se retrouve à la justice avec M. Dupond-Moretti, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va encore livrer des PlayStation aux prisonniers, qu'on va encore construire des piscines au milieu gonflables, au milieu des prisons plutôt que des places de prison, et que ça va être la prime aux voyous et l'insulte aux victimes. Et là, il y aurait censure? Évidemment qu'on va réfléchir. Si on a... non mais il faut être clair. Donc ça veut dire que si Éric Dupond-Moretti est au gouvernement, il y aura censure. Vous réfléchirez à une censure? On ne va pas rentrer dans une logique binaire. On laisse l'analyse de courte vue à l'extrême gauche et à l'extrême centre. Nous, on va être pragmatique. On va pas rajouter du chaos au chaos. La Macronie. On ne va pas rajouter du chaos au chaos. On va regarder au cas par cas ce qui se passe. On jouera notre rôle d'opposition de manière ferme, résolue,
mais responsable. L'idée, c'est pas qu'à la fin, on casse la Ve République. Une fois encore, on laisse ce projet à d'autres. Mais une fois encore, je le répète, si dans le budget, qui sera finalement l'étape cruciale, on voit que la tentation de la taxe et de l'impôt, la tentation du laxisme, la tentation de l'attente et disant les prochains feront le boulot, alors évidemment, ça ne sent pas bon pour M. Barnier. Sur l'immigration, si vous aviez Laurent Wauquiez au ministère de l'Intérieur, vous réagiriez comment ? Une fois encore, on n'est pas l'agence d'intérim de la Macronie. Non, mais vous ne voulez pas parler des noms, mais vous en citez quand même. Là, oui. je vous en cite un qui est quand même un adversaire du Rassemblement national et qui veut récupérer les électeurs qui sont partis chez vous. Bon courage à lui. Hein, ça va être compliqué lorsqu'on change d'avis toutes les 2 semaines, lorsqu'on dit le lundi « je n'irai jamais dans ce gouvernement » et le mardi on se met à genoux pour avoir un poste, c'est sûr qu'on envoie un signal que nos électeurs, je pense, ne recevront pas, en tout cas pas de manière positive. Mais une fois encore, on ne va pas faire des procès à M. X et Mme Y. C'est quoi la feuille de route ? Quel est le projet du gouvernement Barnier ? Mais effectivement, votre question, elle sous-tend quelque chose, c'est que la censure, c'est pas la censure d'un homme, c'est la censure d'un gouvernement. Et que si dans ce gouvernement, il y a des gens qui parlent beaucoup mais qui font peu, des gens qui proposent de continuer cette politique qui fait tant de mal aux Français, je le dis à nos 11 millions d'électeurs et à tous les Français, nous serons là. Le Rassemblement national, dirigé par Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, jouera son rôle, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité, moins d'immigration et le respect de nos électeurs et de nos valeurs. Voilà ce que nous défendrons et nous le défendrons avec tous les moyens possibles, en faisant des propositions de loi ou parfois en votant la censure. Est-ce que si le budget correspond à ce que vous souhaitez, vous pourriez voter ce budget ? On est vraiment là dans des hypothèses d'école. Je ne peux pas croire qu'il y ait un tel Big Bang politique chez les LR quand même. On ne fait pas d'un âne à cheval de course du jour au lendemain. Est-ce que vous croyez que le budget va être réorienté ? Est-ce que vous croyez que les 54 milliards qui sont dépensés par an, selon contribuables et associés, pour l'immigration, vont être réaffectés ailleurs ? Est-ce que vous croyez qu'il y aura la fin de l'aide médicale d'État pour les clandestins ? Est-ce que vous croyez qu'on arrêtera de ponctionner les classes moyennes pour payer tous ceux qui sont les profiteurs du haut comme les profiteurs du bas ? Moi, j'ai du mal à y croire. Pardon, mais ce que vous dites, c'est quand même pas très éloigné de la ligne des Républicains. Ah non, vous faites une erreur. C'est pas éloigné de ce que disent les Républicains avant les élections, mais c'est très éloigné de ce que font les Républicains après les élections. Or, on est dans la deuxième hypothèse, là. Donc, une fois encore, on verra bien le budget. Moi, l'engagement que je tiens ici... Mais vous n'excluez pas de le voter ? C'est très peu probable pour vous répondre. Donc, a priori, par définition, vous savez, nous sommes dans l'opposition. Un budget... Non, mais d'où ce besoin de clarification. Est-ce que vous dites, quel que soit le budget, on ne le votera pas parce qu'on est dans l'opposition ? Ou est-ce que vous dites, selon ce qu'il y a dans le budget, on pourrait le voter ? Nous sommes responsables et pas bornés. Mais il y a quand même une règle dans notre République et le travail parlementaire. Le budget, c'est la transcription en chiffres d'une politique. Est-ce que nous sommes d'accord avec la politique qui associerait la droite de la gauche, le centre du centre et le gauche de la droite demain ? C'est quand même extrêmement peu probable, puisque nous les combattons depuis des années, parce qu'ils emmènent la France dans le mur. Donc, je n'ai pas vu ce budget, donc je ne peux pas vous répondre de manière formelle. La probabilité qu'on vote ce budget est quand même quasi nulle. Est-ce que quand même il n'y a pas un peu une ambiguïté dans la ligne du Rassemblement national ? On a l'impression que vous ne votez pas la censure parce que vous ne voulez pas apparaître comme responsable d'un blocage institutionnel, mais d'un autre côté, vous affirmez être dans l'opposition pour ne pas apparaître comme comptable du bilan de Michel Barnier. Nous sommes une opposition responsable et résolu. Résolu, ça veut dire quoi ? Je vais le répéter, c'est que nous allons faire avancer nos idées. Nous allons faire des propositions de loi. Tiens, l'abrogation de la réforme des retraites, on le propose le 31 octobre. Donc on verra bien si la gauche qui hurle est aussi la gauche qui agit et qui le vote. Et ça, voilà, c'est concret. Nous allons réfléchir sur les peines planchées, notamment pour apporter plus de sécurité, pour faire en sorte que les policiers, tous ceux qui, les gendarmes, tous ceux qui représentent l'État soient protégés et que les voyous soient condamnés. On va faire des propositions. C'est notre travail d'opposition. Mais notre travail d'opposition, c'est aussi de mettre des lignes rouges. Si le gouvernement les franchit, eh bien, nous leur dirons, nous sommes le premier parti de France, le premier groupe à l'Assemblée nationale. Il y a 11 millions d'électeurs qui n'en veulent pas. Alors merci, au revoir, faites vos valises. C'est très clair. Vous savez, nous, on a mis tout carte sur table au début. Il y en a qui font dans les arrière-couloirs des tractations, qui disent sur votre plateau, je ne veux pas être ministre, mais qui derrière appellent pour l'être. Nous, on ne joue pas là-dessus. Dès le début, on a donné nos conditions. Le Premier ministre les a. On joue franc jeu. Vous avez dit ce week-end, le Rassemblement national a dit ce week-end être préparé et se préparer pour de nouvelles législatives. Est-ce que vous allez les provoquer ?
Nous la souhaitons, voilà, cette législative anticipée. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas continuer comme ça longtemps, avec une majorité introuvable, une majorité qui changera tous les 4 matins selon qui est ministre et qui ne l'est pas, avec une gauche qui refuse de faire un travail parlementaire. Mais est-ce que c'est vous qui allez les provoquer ? Est-ce qu'en juin prochain, quand des nouvelles législatives seront possibles, il y aura forcément une censure du gouvernement Barnier de la part du RN ? Vous savez que même s'il y a censure, il n'y a pas forcément de dissolution. Donc le seul qui peut le provoquer, c'est le président de la République. Entre 2 cérémonies, 2 danses sportives, peut-être trouvera-t-il le temps de réfléchir à la France. Mais nous, ce que nous voulons effectivement, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des législatives pour qu'il y ait enfin une majorité en France. On ne peut pas agir sans majorité. Et nous voulons assumer cette majorité. Je vous le dis parce que la France va mal. La France va mal, nous sommes face au mur de la dette. Chaque jour, des mamans ont peur d'emmener leurs enfants à l'école, de peur d'être agressés ou que leurs enfants soient agressés. Chaque jour, l'immigration clandestine nous coûte une fortune, nous met en danger de manière sécuritaire. Il va falloir agir et agir vite. Pour ça, il faut une majorité et nous voulons incarner cette nouvelle majorité. Et il semblerait que les Français le souhaitent aussi. Vous savez, moi j'ai vu l'Institut Jean Jaurès. Bon, pas vous dire que c'est pas forcément des amis. Ils disent qu'aujourd'hui, les gens qui votent Rassemblement National le font par adhésion. Et le font même plus que pour les autres mouvements politiques. Ce qui veut dire qu'il y a bien une adhésion à notre projet et cette vision de la France que nous portons. Et donc cette vision-là, on veut la porter maintenant au gouvernement. Mais pas avec ce gouvernement-là, bien sûr. Fabrice, sur le budget, justement. Oui, vous disiez que vous attendiez de voir le budget. Éric Coquerel, le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, dit aussi attendre les éléments de la part de Matignon, les éléments pour constituer ce budget. Il s'est dit hier prêt à y aller physiquement à Matignon pour exiger ces documents. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Oui, mais vous savez, avec la France insoumise, on est souvent... Excusez-moi, je ne veux pas être impoli parce que je respecte leurs électeurs, mais on est souvent dans le cirque, on est souvent dans le déballage, on est souvent dans l'excès. Alors il va quoi ? Il va s'attacher aux grilles de Bercy pour avoir le budget, mais il aura le budget il y a un moment. Ce qu'on demande à des élus, c'est d'être sérieux. Je veux dire, la politique, c'est pas une télé-réalité, l'Assemblée nationale, c'est pas le loft. Je pense qu'il faut des gens responsables et raisonnables, qu'évidemment la France insoumise n'est ni responsable ni raisonnable, ni dans ses prises de position, ni dans ses allusions parfois racistes, il faut le dire, ou antisémites, ou contraires à la démocratie. Je pense que ces gens-là ont fait beaucoup de mal par des déclarations, par leur inculture, par leur violence, par leur mépris de classe. Les déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui nous explique qu'il faut délaisser les 3/4 de la France pour ne se concentrer que sur ceux qui votent pour eux, avec une espèce de cynisme, avec un marketing politique indigne de ceux qui ont au cœur une vraie volonté. Donc vous n'iriez pas, vous, aux grilles de Matignon, sonner à la porte de Matignon, vous n'iriez pas, vous ? Non mais... avoir les éléments, exiger du gouvernement qu'il fasse son travail, jouer notre rôle de parlementaire, on va le faire et on va le faire au quotidien. Mais on n'est pas artiste de variété, on est élu de la nation. Éric Coquerel qui a également dit hier que la France insoumise déposera sa propre proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Ça sera dans leur niche parlementaire du mois de novembre. Est-ce que vous la voterez ? Mais j'espère que la nôtre sera votée avant, parce que sinon il y a un problème avec la France insoumise. La France insoumise qui donc refuserait de voter l'abrogation de la réforme des retraites parce qu'elle serait signée de députés de la nation qui ne sont pas de leur couleur politique. Eh bien moi je leur dis bon courage les gars, prenez votre bâton de pèlerin, faites le tour de France et expliquez que vous avez refusé l'abrogation de la réforme des retraites. Ou alors, vous êtes des bonimenteurs. Ou alors, vous êtes des falsificateurs. Ou alors, vous êtes des gens cyniques qui couraient après les bulletins de vote et qui après refusaient de prendre vos responsabilités. Vous avez l'espoir de faire exploser le nouveau Front populaire sur ce point-là ? Mais attendez, nous on va s'occuper de solidifier le Rassemblement national, c'est déjà bien, et demain de sauver notre beau pays. Vous savez, le Front populaire est assez grand pour exploser tout seul. Mais est-ce que ça veut dire que votre proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites, elle est vouée à l'échec, vous le savez ? Bah, écoutez, ce qui est voué à l'échec, si jamais elle ne passe pas, c'est effectivement la gauche. Et qu'il faudra qu'elle l'explique. Nous, vous savez, on fait notre travail. Voilà. On a des engagements par rapport à nos électeurs. On avait un programme dans ces législatives. On va essayer de le faire appliquer. Je crois que c'est finalement la définition de base d'un élu. On va essayer de nous d'en se tenir à ça et de construire la majorité de demain. Je l'ai dit, nous serons une opposition d'influence. Nous allons amener au cœur des débats les sujets qui nous sont chers. Nous allons rappeler en permanence au gouvernement quel est notre poids dans ce pays et qu'il ne doit jamais l'oublier. C'est notre boulot. Les délires de la France insoumise, excusez-moi, je ne suis pas psychiatre. Juste sur la réforme des retraites, quand vous voyez qu'en Italie, Giorgia Meloni, qui face au déficit et à la dette, réfléchit à reporter l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires à 70 ans,
Est-ce que c'est pas un peu démagogique de dire qu'il faudra revenir sur la retraite à 64 ans? Alors je m'appelle Jacobelli, mais je ne suis pas élu en Italie. Hein. Vous savez, moi je m'occupe de ce beau pays qu'est la France. Madame Meloni est aux affaires en Italie. Vous savez, on ne peut pas comparer complètement... Mais sur une ligne pas différente de la vôtre. On ne peut pas comparer complètement le système des retraites italien au nôtre. Voilà. Il y a des pays, et je crois que c'est le cas de l'Italie, mais une fois encore, je ne suis pas un spécialiste, où c'est le nombre d'années de cotisation qui est le vrai socle de départ ou pas à la retraite. L'âge limite de la retraite, signifiant plutôt est-ce que c'est à 100%, 90%, etc. Donc c'est pas complètement comparable. Nous, notre vision, elle est très claire. Voilà. Vous avez commencé à travailler jeune, vous avez un métier dur, 60 ans, 40 annuités. Et puis si vous avez eu la chance de faire des études, de commencer plus tard, avoir un métier plus confortable, au maximum du maximum, ce sera 42 annuités, 62 ans. On a été clair depuis le début. Et c'est tout à fait finançable. Juste un point, parce qu'il y a des légendes urbaines, notamment chez la droite et dans les partis du centre, qui est « Ah bah oui, mais sinon, nos finances vont s'écrouler ». D'abord, écrouler les finances, ils l'ont déjà bien fait tout seul. Monsieur le maire est probablement un des artisans de la faillite. Mais plus loin. Aujourd'hui, un retraité sur deux, quelqu'un qui arrive en retraite, il y en a un sur deux qui est soit au chômage, soit en maladie. Et ben, si demain, ils travaillent 2 ans de plus, ils sont censés travailler 2 ans de plus, il y aura 2 ans de plus de RSA, 2 ans de plus de sécurité sociale, voire 2 ans de plus de chômage. Donc ce que vous allez gagner d'un côté, vous allez le perdre de l'autre. Il faut dire la vérité aux gens. Laurent Jacobelli, demain sera examinée par le bureau de l'Assemblée nationale la procédure de destitution d'Emmanuel Macron. Est-ce que le RN l'aurait jugé recevable? Là encore, si... la gauche et l'extrême gauche voulaient vraiment agir. Ils agiraient à l'Assemblée nationale sur des projets de loi. Là, ils sont entrés dans une opération destitution qui va durer des mois pour aboutir à la fin à un résultat qu'on connaît. C'est qu'elle ne sera pas votée. Donc vous ne l'auriez pas votée. Si vous étiez encore au bureau, vous ne l'auriez pas votée. Le Sénat ne la votera pas. Donc, une fois encore, on est dans le show. Une fois encore, on est dans le déclaratif. Mais vous savez, plus on crie fort, en général, moins on agit. Mais est-ce que vous l'auriez voté ou pas? Là, vous n'êtes plus au bureau, mais est-ce que vous l'auriez voté? Oui, peut-être si cette demande était conforme, je ne l'ai pas lu, je vais être honnête avec vous dans les détails, mais si cette demande était conforme à l'esprit et à la lettre de nos institutions, on aurait sûrement étudié. Mais une fois encore, que ceux qui nous regardent ne se bercent pas d'illusions, cela n'a aucune possibilité d'aboutir. Cela prendra des mois et des mois. Ceux qui vous font croire qu'ils agissent en tant que force de l'opposition en menant cette fausse destitution vous mentent. Une dernière question. On parle des municipales. Oui. Un mot sur les municipales. Oui. On a vu que ça avait été quand même une course à l'échalote pour trouver 577 candidats pour les législatives. Là, vous vous lancez dans les municipales. Vous avez nommé ce week-end un député européen, Jonas Sanchez, comme directeur de campagne des municipales. C'est quoi votre objectif pour les municipales? C'est être présent dans les 35 000 communes de France? Bien sûr que non. Notre objectif pour les municipales, c'est d'être présent dans les communes où nous avons des personnalités capables d'incarner l'opposition au maire actuel. Ça représente combien de communes à peu près? On vient de nommer notre directeur de campagne. Laissez-lui, j'imagine qu'il a travaillé cette nuit, mais je ne suis pas sûr qu'il ait déjà la réponse de bon matin. Une fois encore, l'idée n'est pas de faire du chiffre dans les municipales. Hein. L'idée est d'obtenir un certain nombre de résultats. Pourquoi? Parce que dans les communes que nous gérons, ça marche. Moi, j'ai la chance d'être élu de la 8e circonscription de la Moselle, dont la ville principale s'appelle Hayange, gérée par Fabien Angelman, élu au premier tour à 2/3 des voix. Voilà, il a pris une ville exsangue. Aujourd'hui, c'est une ville où l'impôt n'augmente pas, une ville sûre et une ville propre, alors qu'elle est entourée de villes qui elles-mêmes ne sont pas sûres et qui elles-mêmes ne sont pas propres. Pas toutes, c'est vrai, mais celles qui sont gérées par la gauche en général. Merci Laurent Jacobelli. C'est en 2026. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Fabrice. À la semaine prochaine, on fait ce Club des Territoires.